Bonjour, je m'appelle Daniel Adijib. Je suis copropriétaire de la microbrasserie Le Castor à Rigaud et bienvenue sur ma terre locale. C'est rare que les brasseurs sont impliqués dans l'agriculture directement. C'est très rare que... il y a des fermes brassicoles, on appelle ça. On a 2 ou 3 au Québec, puis il y a quelques-unes dans l'ouest du Canada qui sont en train de faire pousser leurs ingrédients, mais c'est très difficile d'avoir assez d'ingrédients pour fournir tous les brassins. Pour nous autres et pour la plupart des brasseries, on achète nos ingrédients d'une fournisseur. Alors, nos maltes, comme nous, on est 100% biologique, toutes nos bières, tous nos ingrédients. Alors, c'est encore un peu plus difficile parce qu'on a moins de choix de maltes, on a moins de choix de doublons et de fruits. Mais c'est faisable. Il y a assez de doublons biologiques, il y a assez de maltes biologiques. On est content avec la sélection qu'on a. Alors, la majorité de nos maltes, ça vient de Colombie-Britannique. Et comme les maltes torréfiés, les maltes caramélisés, ça vient des États-Unis. Le blanc, on achète ça directement des fermes biologiques. La plupart de Loublon qu'on achète, ça vient, on travaille avec 3 fermes biologiques présentement. Il y a une à Californie, une à Oregon, juste à l'extérieur de Portland, puis on a un autre à l'État de Washington. Et ça, c'est les 3 fermes avec qui on travaille. Et c'est tout. Les autres brasseries, des fois, ils travaillent avec c'est des vendeurs ou les fermes directement, mais on a trouvé dans le biologique, c'était mieux de travailler directement avec la ferme. Bien, ici, ça, c'est la mezzanine où on a toutes nos maltes pour la journée de brassage. Aujourd'hui, on est en train de brasser un Weissbier, c'est une bière de blé. Alors, on utilise deux formes de malt aujourd'hui, le malt d'orge puis le malt de blé. Tous nos bières sont à base de malt d'orge, mais aujourd'hui, c'est assez rare, mais on a un autre pourcentage de blé dans la bière, à peu près 30 %. Alors, la première étape pour faire une mâche ou un empâtage, c'est de passer le grain ici par le moulin et on verse les sacs de grains, c'est des sacs de 25 kg, on les verse directement dans le moulin et ça va faire concasser le grain. Et puis ça passe directement par une vis flexible dans la cuve de brassage, la cuve d'empâtage qu'on va voir bientôt. Et le moulin est absolument critique pour le brassage parce qu'il ne faut pas trop concasser le grain pour qu'il y ait trop de farine parce que ça va complètement bloquer le système. Et on ne peut pas aller trop gros avec les morceaux parce qu'on ne va pas sortir assez de sucre non plus. Alors, c'est un ajustement assez précis qu'il faut faire avec le moulin pour avoir un pourcentage de morceaux gros, un pourcentage de farine, puis aussi on veut garder les écorces entiers parce que les écorces qui sont sur le malt d'orge, ils vont agir comme une aide de filtration plus tard dans le processus. Alors, ça a l'air d'être un processus assez brut ici, mais c'est actuellement assez précise. Et c'est une recette avec à peu près 11 sacs de malt et de blé, puis ça va prendre à peu près une vingtaine ou 25 minutes de passer toute l'orge dans la vis flexible. Alors, on peut aller voir la prochaine étape, si tu veux. Bon, mais maintenant, on peut voir le vis flexible, le tuyau blanc en plastique. Et après le concassage, les grains sont transportés ici dans la cuve d'empâtage et cuve filtre. Alors, on va faire 2 choses dans cette cuve-là. Les grains vont descendre, puis ils vont se mélanger avec de l'eau chaude. Et il faut mélanger les grains à une température très spécifique, dépendamment sur le style de bière. Et le niveau de corps qu'on veut avoir dans la bière finale. Si on a un empâtage plus chaud, la bière sera... il y aura moins d'alcool, il y a plus de corps. Si on a une température d'empâtage
moins élevé, il y aura plus de fermentation, plus d'alcool et moins de corps. Alors aujourd'hui, on utilise le blé maltais, comme j'ai dit. Alors on est obligé d'ajouter des écorces de riz parce que plus tard dans le processus, comme le blé maltais, il n'y a pas d'écorce sur le grain. Et l'écorce est critique pour la filtration plus tard. Alors si on n'ajoute pas des écorces de riz pour aider à l'étape de filtration, on va avoir un stock mash. Ça veut dire tous les grains vont se compacter ensemble et ça sera comme un niveau de boue, d'argile. Le liquide, le mou, ne passera pas à travers le lit de grains. Alors, après que les grains sont mélangés à une température spécifique, on a comme un gros pot de céréales chaud, comme vous faisiez chez vous à la maison le matin. Et ça a besoin de rester à cette température pour une période de temps. Normalement, c'est entre 45 minutes ou 60 minutes. Et ce que ça va faire, il y a des enzymes qui sont naturellement présentes dans le malt. Et les enzymes vont commencer à couper les sucres plus complexes ou l'amidon en morceaux de sucre plus simples. Et c'est les sucres plus simples que le levure va consommer, manger plus tard dans le processus. Alors, si tu ne laisses pas assez de temps pour les enzymes pour faire leur job, il y aura moins de sucre fermentable et on va avoir un problème avec la fermentation plus tard. Alors, c'est comme on est en train de réveiller les enzymes pour faire leur job dans le processus. Après à peu près 45-60 minutes, on va faire descendre le mou, le liquide. Ça, c'est ce qu'on cherche de cette étape. Ce n'est pas la bière à cette étape, c'est du liquide sucré qui va devenir la bière plus tard. Alors, ça s'appelle le mou. C'est un liquide qui est la même couleur que la bière, mais c'est juste du liquide sucré. Pardon? Non, il n'y a aucun alcool à cette étape. C'est vraiment sucré. C'est comme, un bol de céréales chaud chez toi, mais sans les drèches. On va laisser les drèches dans le cuve, puis on va laisser passer tout le liquide en bas. Et on va ajouter de l'eau chaude par-dessus pour encore faire évacuer tous les sucres. On va chercher le maximum de sucre de tout le grain. Mais le grain, ça va agir comme un filtre. Alors, si on n'a pas assez d'écorce de riz ou si on utilise un autre pourcentage de blé, on va avoir des problèmes de filtration à ce moment-là. Alors, ça prend à peu près une soixantaine de minutes ou à peu près 1h30, des fois 2 heures si on a des problèmes, pour laisser passer tout le mou. Ça descend en bas, puis les drèches sont laissées dans le cuve. Et on va l'envoyer dans le bouilloire. Le bouilloire, c'est où on ajoute le houblon. Il y a plusieurs raisons pour une ébullition, mais normalement, on va faire bouillir le mou pour à peu près 60 minutes. C'est dans le bouilloire qu'on va ajouter le houblon pour notre amertume dans la bière. C'est là où tu peux ajouter les épices si tu utilises des épices. Si c'est une bière un blanche comme ça, on n'utilisera pas des épices dans cette bière-là, mais des fois, on ajoute des épices. Ça va faire concentrer le mou. Ça va faire coaguler les protéines dans le mou qu'on veut pas dans la fermenteur plus tard. Et ça va rendre le mou sanitaire. Et ça, c'est la chose la plus critique. C'est parce qu'il y a des bactéries, il y a des enzymes, il y a toutes sortes de choses dans le malt qui sont là naturellement. Et on veut les tuer avec cette étape-là, le bouilloire. Alors, après l'ébullition, on va avoir du mou sanitaire. Et ça, c'est critique parce qu'on veut ajouter nos propres levures spécifiques pour la fermentation. On ne veut pas de levure sauvage ou des bactéries dedans. Alors, après l'ébullition, on a une étape qui s'appelle le tourbillon, le whirlpool. Tu peux le faire directement dans le bouilloire, mais on a une cuve spécifique pour cette étape. C'est juste là. Et tu envoies le mou juste sur un tangentiel, là, sur le côté, pour faire un gros tourbillon à une haute vitesse et pour à peu près 15 minutes. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va concentrer les solides, les houblons, les protéines coagulées dans le centre de la cuve, dans une pyramide, dans une cône. Puis on va soutirer le mou après par le côté parce qu'on veut avoir le mou le plus clair que possible, juste le mou, sans avoir tout le houblon et les autres solides qui sont présents.
Après cette étape, le mou est toujours à peu près 95 ou 100 degrés Celsius. Si on ajoute une levure à un mou qui est chaud comme ça va tuer immédiatement les levures parce que c'est une chose vivante, là, le levure. Alors, ça passe par un échangeur de chaleur. Et l'échangeur de chaleur, ça va réduire la température du mou directement à peu près 20 degrés Celsius. Et à cette température-là, c'est idéal pour le levure. On transfère le mou directement à la fermenteur ici. Et c'est là où on ajoute le levure. Le levure va se propager, va s'installer pour les premières 12 heures ou même une journée des fois. Et puis, la deuxième journée, le lendemain, on va rentrer la bâtisse et on va voir, il y aura comme un boyau flexible dans un seau de l'eau et on va voir les bulles qui sortent. Et ça, c'est le CO2 qui sort de la fermenteur parce que les levures, durant la fermentation, ils vont produire du éthanol, d'alcool, puis aussi du CO2. Et si on voit des bulles d'air qui sortent, on sait qu'on a une fermentation solide. Et à peu près ça, c'est autour de 3 à 5 jours pour une fermentation primaire. Ça veut dire que tous les sucres sont fermentés. Le job est en principe fini, mais la bière est toujours, c'est verte, c'est brut. Alors, ça prend une période de garde pour à peu près une semaine à une température moins élevée. Puis aussi, si c'est une bière qu'on va faire un houblonnage à cru, comme un dry hop, c'est après la fermentation primaire. On va faire comme un semi-crash, on appelle ça. On va le refroidir à une température spécifique, puis on va faire un houblonnage à cru. Puis après, c'est refroidi à autour de 2 ou 3 degrés Celsius. Ça va faire tomber toutes les solides, toute le levure dans le fond de la fermenteur. Et puis maintenant, il y a du vrai bière dans la fermenteur, assez clair. Puis on va le transférer à une autre cuve, une cuve de carbonatation ou embouteillage. Et puis on injecte le CO2 et la bière est presque prête pour l'embouteillage. Et ça, c'est l'étape finale qu'on va voir. Ce qu'on a ici, c'est des anciennes fûts de Bourbon. Parce que certaines de nos bières sont vieillies en fût de Bourbon ou fût de rye ou fût de vin. Normalement, c'est une bière plus forte en alcool. Et on va remplir, premièrement, on va acheter des fûts exactement comme ça. Ça, c'est une fût qui vient de Heaven Hill. C'est une distillerie aux États-Unis. Et ça, c'est du rye. Alors, c'est une whisky de seigle. Ici, on a Heaven Hill, mais c'est une fût de Bourbon. Alors, c'est des fûts qui contenaient anciennement du Bourbon. Alors, on achète ça directement de la distillerie aux États-Unis. Et il y a toujours des restants de Bourbon ou de whisky. Alors, on va remplir ça avec, par exemple, ça c'est notre Wee Heavy Bourbon. C'est une Scotch Ale de 11 % alcool. On va le remplir avec cette bière et ça va rester à peu près 3 ou 4 ou 5 ou même 6 mois à peu près en fût. Ça va absorber tous les restants de Bourbon et aussi le chêne va apporter des saveurs et des arômes à la bière aussi, comme noix de coco, puis la vanille, les choses comme ça. Ça peut venir directement du bois. Alors ça, c'est un exemple d'une de nos bières qui est vieillie en fût de Bourbon. C'est devenu assez populaire sur le marché. C'était une des premières bières qu'on a sorties. On aime travailler le bois parce que l'autre business qu'on a ici, c'est la charpenterie. Alors, c'était naturel pour nous autres de lancer dans le vieillissement en fût. Juste à côté, on peut voir ici, c'est des fûts de vin. Alors, dans une fût de vin, on a un autre style de bière. Ce n'est pas une Scotch Ale, mais c'est une saison belge. Alors, c'est une bière un peu plus légère, un peu moins forte en alcool. Et l'idée, c'est le même principe. On veut chercher des saveurs et des arômes. On veut changer un peu le goût de la bière avec le vieillissement. Et comme ce n'est pas du Bourbon dedans, c'était anciennement du vin rouge, ça va apporter des saveurs fruitées, plutôt fruitées, au lieu de whisky, au lieu de chêne à la bière. On a aussi fait des vieillissements en fût de rhum. On a des fûts de cognac là-bas. Et des différents styles de bière pour aller. On a fait une stout impériale de 11 % l'année passée qui s'appelait la Catherine. C'était en fût de rye. Puis on a fait aussi un vin d'orge. C'est un autre style de bière anglaise très forte, à peu près 9 ou 10 % d'alcool, qui était vieillie en fût de rhum.
Alors, il y a beaucoup de flexibilité pour le brasseur de choisir un style de bière et aussi les fûts pour le vieillissement. C'est vraiment inspirant parce qu'il n'y a aucune limite de ce qu'on peut faire par rapport à la recette et le vieillissement. Dans un sens, la bière, ça prend du patience. Mais si tu regardes les autres industries comme le vin ou tu sais, le whisky, le bourbon, la chose qui est intéressante avec la bière, c'est en 3 semaines, tu as un produit fini. Alors, c'est assez rapide. Ce n'est pas rapide comme d'autres produits, mais si on parle du vin, c'est beaucoup plus long. Alors, pour nous, c'est fun d'avoir des bières différentes qui ont des périodes de garde différentes. Alors, nos bières standards, c'est à peu près 3 semaines pour avoir du brassage à l'embouteillage. On a des bières qui sont vieillies en fût, qui prend autour de 4, 5, 6 mois du brassage à l'embouteillage. Puis, on est en train de commencer le prochain programme pour nous autres, c'est les bières sauvages, les bières acides. Et ça, c'est des périodes de garde encore plus longues. On parle d'1 an ou 2 ans qui vont rester en cuve, en gros cuve de bois, pour des fermentations secondaires assez longues avec des levures sauvages, puis les bactéries. Alors, c'est fun. On aime un mélange des choses parce que des fois, tu manques de patience. C'est correct. Si tu manques de patience, tu peux prendre plaisir d'avoir une bière qui prend 2-3 semaines. Puis, pour les autres styles de bière, il faut presque les oublier. Tu les brasses, puis tu les envoies en fût, puis il faut les oublier pour plusieurs mois parce qu'on ne les touchera pas pour 5-6 mois au moins. Alors, c'est fun, on a un mélange de produits qui nous intéresse. Comme ici, ça c'est une fût de rye. J'ai pensé que c'était bourbon, mais c'est marqué sur l'étiquette rye. Ça c'est rye aussi. Puis je pense qu'on a un bourbon en bas. Non, c'est tout des rye. Mais tu vas voir ici WHB, c'est We Heavy Bourbon. Ça, c'est la marque de la bière. C'était brassé le 17 avril et le fût était rempli le 30 mai. Alors, ça fait juste 1 mois et demi à peu près que la bière est en fût. Alors, ce n'est pas encore prête. On dit minimum 3-4 mois. Et pour un embouteillage, on ne va pas prendre juste une lot de barils. On va prendre un mélange de barils. Certaines barils sont comme 5 à 6 mois, la majorité 4 à 5 mois et peut-être même quelques barils qui ont juste 3 mois en fût pour faire un assemblage, pour garder le goût de la bière assez constant. Alors celles-là, on va les regarder peut-être au mois de septembre ou octobre pour un embouteillage. Puis on a d'autres fûts ici qui ont été remplis il y a déjà 5-6 mois. Alors, ces barils-là sont probablement prêts à embouteiller. Mais comme je viens de dire, on va faire un assemblage avec d'autres barils qui sont peut-être moins vieux et même certaines qui sont encore plus vieux. On a déjà fait des assemblages avec des barils qui avaient 8 à 9 mois. Puis pour d'autres styles de bière, comme si on veut ajouter une levure sauvage ou pour avoir une fermentation secondaire dans le baril, ça prend encore plus de temps, 1 an et demi des fois, pour avoir le résultat voulu. Derrière moi, on appelle ça des cuves tronconiques. C'est des cuves de chêne en plus gros format que les fûts qu'on a à l'intérieur de la brasserie. On a acheté ces cuves-là de France. Et anciennement, ils contenaient le cognac, puis aussi le vin rouge. Celle-là, c'est une cuve de 15 000 litres ou 150 hectolitres. C'était du vin rouge. Puis les autres, c'est des fûts de cognac. Et ils varient entre 2500 litres puis 6000 litres à peu près. Pourquoi des gros cuves comme ça? Parce que pour le programme de bière sauvage qu'on va commencer bientôt, ce qu'on veut avoir, en fait, le bois, ça va agir comme maison pour les levures et les bactéries. Pour le premier brassage, on va inoculer les barils, les cuves avec les levures sauvages et les bactéries qu'on veut avoir. Et puis, éventuellement, ils vont commencer à rentrer dans le bois. Alors, même si on vide le cuve de la bière, on peut juste rentrer du mou frais, d'un nouveau brassin,
et ça va commencer naturellement une fermentation parce que les levures sont déjà là. Alors ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est le volume de liquide par rapport au volume du bois. C'est le ratio entre les deux. Parce qu'avec des petits fûts de 200 litres ou 220 litres, il y a plus de chances pour l'oxygène de rentrer dans le système parce qu'il y a plus de volume de bois par rapport au volume de la bière. Ici, le volume de bière est plus gros. Et s'il y a moins de bois dans le ratio, ça veut dire qu'il y a moins d'oxygène qui va rentrer. Parce que l'oxygène, ce n'est pas vraiment voulu dans une période de garde long terme. Parce l'oxygène peut apporter des bactéries non voulues qui vont produire du acide acétique. On veut du acide, mais on aimerait mieux l'acide lactique qui goûte beaucoup mieux que l'acide acétique. L'acide acétique, en fait, c'est du vinaigre et on ne veut pas avoir un goût de vinaigre dans nos bières. Alors ça, c'est la chose le plus critique que le volume va faire pour nous. Puis, c'est ça. C'est exactement comment les bières sauvages et acides sont produits en Belgique. Et c'est là où on prend nos inspirations un peu. C'est les bières qu'on a déjà goûtées qui viennent du Belgique, qui sont brassées comme ça depuis des siècles. Alors ça, c'est l'inspiration pour l'achat de ces cuves-là. C'est comme les bières plus standards, c'est le temps entre le brassage et l'embouteillage, c'est assez rapide. C'est 2 à 3 semaines pour une IPA. Avec un houblonnage accru, ça prend plus de temps. Alors, c'est plus vers 3 semaines. Mais une bière comme ça, c'est autour de 5 à 6 mois du brassage à l'embouteillage. Et pour les bières sauvages, c'est encore plus long. Le programme qu'on va commencer bientôt, il faut probablement passer au moins 1 an de vieillissement avant d'avoir une bière qui est prête pour embouteiller. Et même peut-être plus long que ça, peut-être jusqu'à 2 ans. C'est comme en Belgique, les brasseurs qui font des bières de style lambic, ça passe 2-3 ans en fût de chêne avant l'embouteillage. Alors il faut être patient. Mais c'est un produit complètement différent avec des saveurs, des arômes qui ne sont pas possibles avec les autres méthodes et les levures de brasseurs. Alors ça prend vraiment des levures sauvages et des bactéries et ça prend une période de garde assez longue. C'est comme, on a une brew house, on a un système de brassage de 1200 litres. Et le plus petit, c'est 2500. Alors, on peut le remplir avec 2 brassins. Mais les plus gros, ça va prendre 4 ou même 10 ou 12 brassins sur notre système pour remplir les plus gros. Alors, ça va prendre plusieurs mois pour les remplir et pour commencer le programme. Puis, après tous les remplissages, on a comme au moins 1 an ou peut-être 2 ans d'attente pour avoir les premières bières qui sont prêtes pour l'embouteillage. Comme j'ai dit, c'est vraiment un style de bière où il faut avoir du patience et il faut accepter aussi des choses qui ne sont pas prévues. Présentement, on travaille avec un laboratoire de levure au Québec pour nous aider à mieux comprendre quelles sortes de levures et bactéries sont dans nos... Parce qu'on est en train de faire des tests batch pour les brassins qu'on va faire éventuellement. Et tu sais, on veut faire isoler et propager les bonnes bactéries, les bonnes levures qu'on aime, qui donnent le goût et les saveurs, les arômes qu'on veut. Puis on veut essayer d'éliminer les bactéries et les levures qui ne marchent pas. Mais comme il y a des centaines de bactéries et de levures sauvages, c'est pas un processus évident. Ça prend un partner assez connaissant en laboratoire et on a un partner qui travaille avec nous. Alors on va commencer tranquillement, lentement et on espère d'ici 1 an ou 1 an et demi, on va avoir quelque chose à partager. Parce que c'est sûr que même si la brasserie est sur le chemin des vinaigriers, on ne veut pas sortir une bière qui goûte le vinaigre. Ça, c'est l'objectif primaire du projet. Bien, pour nous autres, l'objectif, c'est toujours un équilibre. Parce que, tu sais, il y a des douzaines de styles de bière. Il y a un style de bière pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut une bière comme notre Yakima IPA, qui est plus amère, plus houblonnée, c'est plus forte.
Mais il y a des gens qui adorent ça. Il n'y a pas tout le monde qui aime un Oui Heavy Bourbon qui est 11% vieilli dans un fût de Bourbon. C'est pas pour tout le monde, mais toujours on cherche un équilibre. Si on a une amertume, est-ce qu'il y a quelque chose pour le supporter? Si on a un goût de Bourbon ou un alcool élevé, est-ce qu'il y a quelque chose pour le supporter? Alors, pour nous autres, c'est toujours un équilibre qui est la chose le plus critique. À part de ça, c'est de créer des arômes, toujours des arômes intéressants. Même avant que tu goûtes la bière, tu veux quelque chose qui va t'attirer un peu. Les arômes sont très importants. C'est pour ça que on adore les IPA parce que c'est les arômes de pamplemousse, de citron, sort de la bière, même avant que tu la goûtes. C'est sûr, il faut que la bière goûte bien. Ça goûte à l'objectif dans la tête de la brasseur. Si tu es une IPA, tu veux que ça goûte la pamplemousse. Si tu es une Scotch Ale, il faut que c'est caramélisé, il faut qu'il y ait du corps. Si c'est un saison, il faut que c'est légère, il n'y a pas beaucoup de corps. Il y a un côté épicé qui vient de la levure. Alors, ça dépend de vos objectifs, mais surtout, c'est un équilibre qu'on cherche avec chaque bière, n'importe quel style, n'importe quel taux d'alcool. Ça, c'est l'objectif. Bon, bien, la dernière étape dans la bière, c'est l'embouteillage de la bière. En arrière de nous ici, on a des cuves coniques. Ça, c'est le fermenteur. Ça, c'est où la bière devient la bière avec le levure. Mais la dernière cuve où on va rentrer la bière, c'est la cuve ici. Ça s'appelle une cuve de carbonatation ou une cuve d'embouteillage. Et on rentre la bière et c'est gardé très froide. Et puis la CO2 est injectée ici. On injecte le CO2 pour avoir un niveau de carbonatation dans la bière. C'est là d'où vient le gaz dans la bière. Alors, on injecte un niveau spécifique dépendamment sur le style de bière. Par exemple, les styles belges sont plus gazifiés ou plus carbonatés que les styles anglais. Aujourd'hui, on a un embouteillage de notre bière la plus populaire. C'est un India Pale Ale. Ça s'appelle Yakima. Et c'est notre meilleur vendeur. Alors, quand on est prêt pour l'embouteillage, la bière sort de la cuve de carbonatation et ça rentre la machine d'embouteillage juste ici. On prend les bouteilles neuves et on fait un rinçage. Après, les bouteilles sont chargées sur la machine. Après cette étape, c'est automatique. Les bouteilles vont avancer et ils sont remplis puis encapsulés automatiquement par la machine. Puis ils vont sortir au bout, puis ils vont prendre le convoyeur vers une station de rinçage pour enlever la bière qui est autour. Puis c'est emballé dans des caisses de 12. On voit ici, il y a de la bière un peu partout sur la bouteille et c'est là parce que quand on fait l'encapsulage de la bière, on veut que la mousse est en train de sortir de la bouteille. Comme ça, la mousse, si la mousse est en train de sortir, ça veut dire que ça va pousser l'oxygène, ça va sortir l'oxygène de la bouteille. Et ça, c'est idéal parce qu'on veut un minimum d'oxygène dans la bouteille pour garder la fraîcheur de la bière sur les tablettes. Alors, il y a toujours comme un peu de mousse, un peu autour de la bouteille. Alors, c'est pour ça que ça rentre sur un convoyeur. Et il y a une station de rince ici qui va rincer les bouteilles. Puis, maintenant, c'est assez propre. On peut mettre les bouteilles dans les boîtes de 12 ici. It's a game.